Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip, le podcast dans lequel j'explique comment je réalise ma thèse sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients et comment je la finance grâce à mon business de formation des professionnels de santé. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou les résumés de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. Bon. Me voilà ne sachant pas commencer ce résumé de saison 1. En tout cas, j'espère que vous avez aimé l'introduction. C'est un nouveau départ. Cet épisode va servir de résumé de la saison 1. Comme ça, ceux qui arrivent en cours de route et qui voient qu'il y a plusieurs saisons, ils peuvent se rattraper sur les résumés de saison. Ça peut ressembler à ce qui se fait, je crois qu'on appelle ça un scan dans les mangas. Je ne sais pas exactement si c'est ça parce que je ne suis pas un grand amateur de manga. Mais voilà, ici, c'est l'épisode du résumé de la saison numéro 1 et qui va être plutôt en deux parties. Le but, ça va être de résumer ce qui a été fait lors de la première saison et de expliquer quelles vont être les nouveautés de la saison 2, dont l'une que vous avez déjà euh, écoutée normalement, qui est la réalisation d'une introduction, en tout cas d'un petit jingle, ce qui va me permettre de pouvoir transmettre les idées que je veux pour commencer le podcast et pas tout le temps bafouiller, en tout cas donner toujours les mêmes informations, et de mettre ma petite patte introductive avec une musique que j'ai faite sur ordinateur et avec ma batterie électronique. Donc voilà, j'en suis content, j'espère que ça rajoute un petit peu de professionnalisme, mais on va aborder ce que j'apporterai dans la saison 2 après le résumé de la saison 1. Et du coup, nous allons directement commencer par ce résumé de saison. Alors, concernant la thèse, il y a 3 articles sur lesquels j'ai travaillé depuis le début de cette aventure et le début du podcast. Donc, en fait, ce sont des articles sur lesquels je commençais déjà à travailler avant mon inscription en thèse et donc avant le début du podcast. Mais vous avez déjà, enfin, ceux qui ont suivi la saison 1 ont vu une évolution sur ces 3 articles. Article que j'ai très originalement appelé article numéro 1, article numéro 2 et article numéro 3. Et donc le premier article, l'article numéro 1, quand je suis arrivé en début de saison 1, j'étais déjà quasiment à la fin de la rédaction de celui-ci. C'est sur l'analyse du discours d'éleveurs et de vétérinaires sur leurs relations de confiance, où on analyse les dimensions de la fiabilité. Donc ce qu'ils croient et ce qu'ils pensent être associé à chaque dimension en gros de la confiance. Et donc ça, c'est un article qui est en anglais, qui m'avait été refusé juste avant que je commence la saison 1. Et en commençant la saison, j'avais pour mission les premières semaines de resoumettre un nouveau journal. Et donc cet article numéro 1 est en cours de relecture. Il faut savoir que c'est déjà très bien pour moi parce que ce même article a été refusé à 4 reprises par l'éditeur. Donc l'éditeur est juste la première personne qui décide si l'article mérite d'être relu par les reviewers. Et ensuite, il y a les reviewers, et c'est ce qu'on dit être un article évalué par les pairs, c'est-à-dire qu'il y a des experts ou des... Enfin, experts à discuter. Mais justement, il y a des scientifiques qui relisent notre article et qui le critiquent et ensuite qui admettent un avis favorable, défavorable, selon modification mineure ou selon modification majeure. Et donc après, il peut y avoir plusieurs allers-retours où je fais des modifications de mon texte, il le valide ou pas, ou alors il me demande des changements et des ajouts majeurs que je trouve trop conséquents, et moi je peux me dire, bon bah finalement j'ai plus envie de publier mon article dans votre journal. Le journal sélectionné, je crois que je ne l'ai pas dit, mais du coup c'est le bon moment de le faire, et je crois que on s'en fiche globalement. C'est le Journal of Trust Research, donc le journal de la recherche sur la confiance. Si, il me semble me l'avoir dit parce que justement, si ça passe pas dans ce journal, je ne saurais pas où est-ce que ça pourrait passer. En tout cas, cet article numéro 1 est en anglais, il a été traduit, finalisé et soumis dans un journal. Et il est toujours en cours de relecture par les reviewers, donc étape 2, on va dire, sur, on va dire, de 3 à 5. Donc la troisième étape, ça pourrait être que là, je reçois directement une validation et c'est publié. Et 5, c'est s'ils me disent faut modifier quelque chose, et puis je remodifie, je leur envoie, etc.
Mais donc, ça a bien avancé. C'est pas quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps cette saison, mais voilà, je suis. Bon, en l'occurrence, je suis pas payé, je me paye et mon objectif, c'est de, en tant que chercheur ou d'apprenti chercheur, c'est de publier des articles. Eh bien, le premier est en cours de validation et ben, j'attends des nouvelles, tout simplement, pour savoir si je vais enfin avoir mon premier article publié. Ensuite, il y avait un second article sur lequel j'ai travaillé pendant cette saison. C'est un article où je reprends la thèse sur la confiance d'un docteur aujourd'hui et qui était un doctorant avec ma directrice de thèse. Et en fait, le principe, c'était de voir ce qu'il avait fait, quelles données il avait utilisées, et vu que lui n'a pas publié d'article, voir comment, sans copier, sans plagier, et avec son accord évidemment, et il restera auteur de l'article, mais voir comment je peux valoriser son travail et le faire dans un sens qui me va avec ma vision de la confiance, parce que j'ai eu la chance de commencer ma thèse avec une vision un peu plus précise sur mon sujet de thèse que d'autres doctorants qui peuvent commencer, puisque j'ai commencé 2 ans avant à travailler sur le sujet. Pour ceux qui veulent plus de contexte, je vous laisse écouter l'épisode 0 qui normalement expose un petit peu plus le détail de comment je suis rentré en thèse. Mais donc cet article est une reprise d'une thèse qui a déjà été passée. Je reprends des données, je reprends la thèse, je l'ai traduite, modifiée, refait des données, j'ai refait une étude. Et globalement, c'est la création d'une échelle de confiance. Et c'est la création d'une échelle de confiance pour un groupe social. C'est-à-dire à quel point j'ai confiance envers un groupe social euh, qui peut être interchangeable. Donc le principe, c'est qu'on peut mesurer la confiance envers les médecins, donc qui est plus proche de mon sujet de thèse, mais les entrepreneurs, les banquiers, voilà. Un groupe social qu'on pourrait résumer avec les et insérer un métier ou pour essayer de donner un exemple, pas un métier, les personnes à lunettes, ça peut être un groupe social, voilà, réuni par une caractéristique par lesquelles on peut associer des stéréotypes. Et justement, le sujet, c'est de voir en quoi ça peut mesurer les stéréotypes, mais ça, c'est plus dans la discussion. Voilà pour cet article. Alors, cet article-là, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dessus. On a commencé par s'intéresser aux équations par modélisation structurelle. Il y a eu plusieurs semaines pour comprendre ce que c'était. Donc, c'est des statistiques assez avancées, normalement plutôt niveau Master 2, doctorat, en tout cas en psychologie. Et on a dû les comprendre, on a dû essayer de les faire sur un logiciel qui s'appelle Amos. Ensuite, on a rédigé la dernière partie des résultats, puis la discussion. Et voilà, j'ai été pris quand même, on va dire, j'étais à 70% en avancement sur cet article. Et là, aujourd'hui, je suis à 95% parce que aujourd'hui, on est au moment où ça doit être relu par mes encadrantes de thèse et l'étudiant, enfin le docteur en question. En fait, je dis étudiant et docteur parce qu'il ne fait plus de la recherche, donc il est théoriquement chercheur, il a un PhD, mais il ne fait pas de la recherche, donc je dis étudiant, mais c'est pas de dénigrer que de dire ça. Euh, donc l'ancien étudiant et ce docteur anciennement doctorant qui a fait cette thèse va quand même relire l'article basé sur sa thèse. Donc voilà, c'est normal de faire relire par les co-auteurs ce qu'on écrit. Et après cette relecture, je vais pouvoir soumettre. Donc là, je suis à 90%. Il reste, j'ai finalisé les données, la discussion générale, et bien maintenant, il va falloir finaliser plutôt la forme, donc vérifier que tous les tableaux sont là, qu'on note bien le bon numéro de chaque tableau, que tout est bien traduit, et qu'on fait bien respecter les normes APA, qui sont des normes de citation, où voilà, des choses doivent être en italique, des titres doivent être au-dessus ou en dessous, selon si c'est des figures ou des tableaux. Les références ont des règles précises. Donc voilà, c'est plutôt de la mise en forme, c'est assez sympa à faire. En tout cas, c'est quelque chose où je peux un peu plus poser mon cerveau. Et nous en sommes là. Donc j'étais quand même à devoir faire l'analyse des données de la quatrième étude, parce que c'est un article qui contient 4 études, à avoir une finalisation. Donc ça faisait partie de la logique de la fin de la saison. C'est que premier article soumis et en cours de relecture, et deuxième article fini d'écrire. Voilà où on en est pour le deuxième article.
troisième article sur lequel j'ai commencé à travailler depuis cette saison 1 et donc depuis l'ouverture du podcast. C'est l'article que j'ai appelé article numéro 3, qui est un article, donc une méta-analyse, une scoping review, une analyse qualitative des mesures de la confiance dans la littérature. Et le but, c'est de prendre toutes les mesures, enfin toutes à la hauteur de la qualité de ma recherche bibliographique, mais bref, de prendre les questionnaires de confiance qu'on peut trouver dans la littérature scientifique et de venir les analyser, critiquer, mettre à plat aussi bien d'où ils viennent, de quels auteurs les ont faits, de quelle échelle est la plus réutilisée par les autres, comment ils définissent la confiance, le nombre de questions qu'ils utilisent pour la mesurer, etc. Mettre à plat la manière dont on mesure la confiance entre deux personnes dans la science. Et donc ça, c'est un chantier qui a été un peu plus... en fait, 1, 2, 3, le nom et le numéro des articles, on va dire que c'est un peu dans un ordre d'état d'avancement. 1 est quasiment fini, 2 est à 90%, et 3, on l'a commencé à, on va dire, 60%, et là, je pense qu'il est un petit peu... Non, finalement, si on prend en compte l'écriture, en fait, c'est dur de donner des pourcentages pour ce troisième article parce que j'ai beaucoup réfléchi. Ça fait quasiment 1 an et demi en fait que je veux le sortir et je sais très bien ce que je veux en dire et j'ai un avis clair sur ce que je veux dire. Donc, même si les analyses sont pas faites, ça va être des analyses qui sont assez simples à mener puisque le but c'est de mettre à plat. Donc, il y aura beaucoup de pourcentages, de rapports et de l'analyse qualitative. Donc, en fait, il est pas écrit, mais j'ai un plan et en fait je sais que je suis capable de l'écrire assez rapidement. Mais sur le papier, bah, j'ai les données, j'ai quelques premières analyses qu'il va falloir relancer. Mais non, je pense que finalement il est à 40%, hein. Il est aujourd'hui à 40% parce que il y a des données qui doivent être modifiées. Donc en fait, pour reprendre depuis le début, cet article, je voulais avancer dessus en début de saison. Ça n'a pas été fait parce qu'il y a eu beaucoup d'autres sujets, notamment les sujets entreprises qui viendront plus tard. Et donc, déjà milieu de saison, j'ai recommencé à reprendre ce sujet-là. Et en fait, ce qui a été fait pour cet article, c'était que, étant donné que j'ai fait ma dernière recherche bibliographique des articles qui montrent une validation de la mesure de la confiance entre deux personnes en 2021. Désolé pour ces phrases longues, mais malheureusement, il faut que je précise quand même le cadre de ma recherche. Bref, quand j'ai fait cette recherche en 2021, bah, j'ai sélectionné une quarantaine d'articles. Et bah là, on commençait à rentrer 2024. C'était dommage de se dire que mon article portait sur tous les articles depuis 2021. Donc, il y a eu un travail de nouvelle recherche bibliographique. Et donc, avec les mêmes termes de recherche, j'ai essayé de trouver de nouveaux articles qui montrent des validations de mesures de la confiance entre deux personnes, confiance interpersonnelle. Et eh bien, il y a tout un travail de recherche, de sélection. On part avec un grand nombre d'articles qui sont potentiellement intéressants. Puis sur la base du titre et de l'article, du titre et du résumé, on finit par définir une liste un petit peu plus courte d'articles qui sont potentiellement intéressants. Et ensuite, il faut tous les lire, voir si ça rentre dans nos critères de l'étude. Et donc, il y a tout ça qui a été fait dans la saison 1. Moi, j'ai abouti à 2 ou 3 articles en plus, ce qui n'est pas énorme et ce qui m'a rassuré. Avec un article qui est toujours en cours d'attente, j'ai demandé un prêt en bibliothèque. Donc, je suis allé voir à ma bibliothèque et j'ai demandé un article que je n'arrivais pas à trouver sur Internet. En fait, c'est possible qu'il fasse appel à une autre bibliothèque pour qu'il le ramène ou qu'il trouve un PDF quelque part. Ça a été demandé, donc ce choix n'est pas finalisé. Et ce choix n'est d'autant plus pas finalisé que, euh, en fait, je ne peux pas décider moi-même de quel article est inclus ou exclu dans l'étude parce que bah, il peut y avoir un biais, c'est bien d'avoir plusieurs avis. Et donc, il faut avoir un travail de une de mes encadrantes de thèse qui, à blanc, à l'aveugle, sélectionne parmi le plus grand nombre d'articles qui correspondent à ma recherche, lesquels pour elle rentreraient dans mon étude. Et ensuite, on croise les données, on se dit, ah bah tiens, pourquoi toi tu penses que cet article correspond aux critères, pourquoi pas celui-là?
on se met d'accord, et ensuite, voilà, c'est une méthodologie un petit peu plus objective pour savoir le nombre d'articles qu'on rajoute. Donc moi, j'ai quand même... en fait, dans ces cas-là, on est sûr, quand on a lu les articles, c'est assez objectif d'être sûr que l'article rentre ou non dans les critères, parce que c'est des critères qui sont assez définis et on est assez clair. Mais quand on est au niveau du résumé, et même quand on survole l'article, il peut y avoir des doutes. Mais du coup, moi, il y en a deux où j'étais certain, parce qu'en plus, c'était quasiment des réplications d'articles qui étaient déjà intégrés. Donc, j'étais tellement certain que j'ai déjà pris les données. Donc, pris les données, ça veut dire dans chaque article, bah, moi, vu que je suis intéressé par comment ils définissent la confiance, comment ils appellent le nombre d'items, et bah, j'ai un gros Excel dans lequel je dis dans l'article 46, l'auteur c'est ça, ils appellent la confiance comme ça, ils la mesurent avec telle dimension, avec X nombre d'items, de questions. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui a été fait. J'ai ajouté trois articles et je suis en attente d'une nouvelle sélection, en tout cas de la sélection d'un deuxième juge, parce qu'on peut appeler ça un juge, pour savoir quel article on va mettre dans pour savoir quel article on va inclure dans l'étude qu'on est en train de faire. Donc globalement, pour cet article numéro 3, c'est celui sur lequel je vais le plus travailler pendant la saison 2. Et d'ailleurs, pendant la saison 2 qui va arriver, bah, le but, ça va être de, espérons, valider l'article numéro 1 et de vous dire que j'ai enfin un article scientifique publié, de soumettre l'article numéro 2 à un journal et de finir l'article numéro 3 et de le soumettre à un journal. Mais là, ce qui va me prendre le plus de temps, ça va être d'écrire cet article numéro 3 quand j'aurai eu le retour de mon encadrant de thèse sur sa décision d'inclure ou non. Et ensuite, bah voilà, j'analyserai, j'écrirai, et puis il y aura des retours avec les co-auteurs jusqu'à validation, soumission à journal. Voilà, le plus gros travail qui va arriver, c'est sur cet article numéro 3. Ensuite, concernant la thèse, il y a d'autres choses qui ont été un sujet que je vais te dire, je vais dire qu'on a réfléchi dessus, mais je ne sais pas si je vais résumer tout ce qu'on a appris, mais en tout cas, les points sur lesquels j'ai avancé sont ceux des droits qui sont liés à la publication, des licences, donc licences Creative Commons, le fait que, par exemple, on va dire les grandes idées qui ont été importantes pour moi, c'est que ce qui est protégé par droit d'auteur, c'est l'expression pratique de l'article, c'est-à-dire les figures telles qu'elles sont dans un article et les paragraphes tels qu'ils sont dans un article sont plus ou moins, selon des licences, protégés par un droit d'auteur. Et il y a des licences qui permettent d'exploiter ces informations sous cette forme-là. Mais il y a beaucoup de moyens. Déjà, il y a la propriété intellectuelle qui est incessible et inaliénable. Donc, ce que je dis et ce que je pense sera toujours de moi. Et il faudra toujours me citer pour dire ce que je pense, en tout cas dans un cadre scientifique. Et on a le droit de publier un article sur un dépôt de fichiers 6 à 12 mois après sa publication. Et il y a du droit français quand même qui permet pas mal de pouvoir faire en sorte que la science soit ouverte et donc de montrer son article au plus grand nombre. Et voilà, on a exploré un petit peu tout ce monde-là, du milieu aussi, des problématiques financières du milieu, des logiques qui tiennent pas vraiment la route, de l'argent un petit peu qui est détourné entre voilà, on est des fonctionnaires, mais on nous demande de l'argent et des fois 3, 4, 5 000 euros à donner à des institutions américaines pour publier notre article qu'on devra nous-mêmes payer pour lire. Ensuite, les revues prédatrices, donc des revues qui font en sorte de tout faire pour qu'on publie chez eux parce que justement ça coûte 3 ou 4 000 euros par l'article et en fait c'est un sens un peu plus financier. Enfin voilà, on a un petit peu creusé sur ce milieu, les problématiques et à quel point c'est un petit peu gangréné malheureusement par l'argent. Hein. C'est plutôt un fait de dire ça. J'ai pas du tout envie d'exprimer d'idées politiques dans ce podcast, mais là c'est un fait. Donc on en fait ce qu'on veut, on pense que ça fait partie d'un bord
ou pas, mais le fait est qu'il y a des revues qui font tout pour avoir de l'argent et qui en plus mettent pas les efforts nécessaires pour avoir une qualité de relecture derrière, ce qui fait qu'on paye pour être publié parce qu'ils sont connus et ils commencent par baisser la qualité de reviewing, ce qui fait que la base de la recherche et de la qualité de la recherche, c'est qu'on est lu par des inconnus, en tout cas on ne connaît pas les gens qui nous relisent et qui sont des experts du domaine, qui nous critiquent sans nous connaître, donc qui nous critiquent de manière un peu plus, dans un système un peu plus objectif. Mais là même ça, c'est de moins en moins bien fait et bah, clairement, on nous donne, l'État français donne de l'argent aux chercheurs qui les redonnent à des institutions américaines, ce que je trouve critiquable. Et là, on peut peut-être rentrer dans le politique, mais voilà, on a mis en avant des limites. D'ailleurs, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je me rends compte, cette histoire de science ouverte, c'est-à-dire de donner accès au grand public à la science, de partager les connaissances scientifiques, et aussi d'avoir juste un système où bah, peut-être qui est plus logique en fait, où le travail est rémunéré, où un chercheur, bah, quand il va revoir un article, il est peut-être de l'argent, ou en tout cas, s'il en a pas, bah, qu'il n'y ait pas l'éditeur qui, lui, en a plein, parce que, par exemple, bon, je m'égare, mais ça risque d'être un gros sujet dans la saison 2, j'hésite même à faire des épisodes hors série sur ce sujet-là, pour essayer de concevoir et imaginer un système plus durable. Mais juste en aparté, donc, ce qui existe dans la recherche, c'est qu'on doit payer 3 à 5 000 euros à un éditeur pour qu'il publie notre article et qu'il le relise. Donc là, il y a un éditeur en tant que personne, je veux dire, pas une maison d'édition, un éditeur qui va décider si on inclut l'article. S'il dit oui, là, il va y avoir des reviewers qui sont des chercheurs qui ont reçu un mail. Êtes-vous d'accord pour revoir cet article? Et ces chercheurs-là ne sont pas payés pour revoir l'article. Donc les 5 000 euros vont directement dans la poche de la grosse institution et les chercheurs ne sont pas rémunérés. Moi, je ne suis pas rémunéré. Et les lecteurs doivent payer après les articles. Alors parfois, le fait de payer 3 à 5 000 euros, ça permet que les lecteurs ne doivent pas payer. Mais dans tous les cas, moi je donne un Word. Du Word, ils finissent par avoir un PDF un peu plus joli. Quasiment, enfin, eux ne sont pas payés. Les reviewers ne sont pas payés et les chercheurs qui écrivent ne sont pas rémunérés. Je suis pas sûr que le passage d'un Word à un PDF avec un logo et une page coûte 5 000 euros par article. Donc il y a quand même énormément de sous qui vont dans ce type d'institution. Et je pense qu'on pourrait lisser un petit peu tout ça, que peut-être le travail de celui qui écrit soit plus juste, justement rémunéré, et peut-être aussi que le travail de celui qui relit l'article soit aussi justement rémunéré. Ou alors, on se dit que c'est de la science, qu'on est tous des fonctionnaires, et personne n'est payé, mais du coup, on ne paye pas d'argent pour pouvoir publier nos articles. Bref, cette réflexion du système, je vous en fais part parce que comme je l'ai dit, soit j'ouvre un autre podcast, soit j'ouvre une autre série où je vais interviewer des gens du milieu. C'est une idée qui me vient et c'est peut-être ce que je vais aborder, mais je ne l'ai pas décidé, donc c'est pas une nouveauté de la saison 2. Mais il faut savoir que je réfléchis à faire une saison ou des épisodes hors série dans ce podcast où j'interroge des gens du milieu de la science ouverte, de la publication scientifique et de la science en général, pour essayer de comprendre à quel point il y a des problèmes et surtout les voies de solution, dont potentiellement les associations, les regroupements, les instituts, voire une solution un peu plus drastique qui est la privatisation de la recherche. Est-ce qu'on ne peut pas créer une structure qui permette de lisser toutes ces problématiques? J'ai cru comprendre que c'était une thématique qui vous intéressait parce que j'ai eu des retours dans ce sens-là. Et moi, bah, c'est quasiment quelque chose qui se joue sur ma carrière, hein, de connaître le milieu et de voir si je peux pas faire quelque chose parce que pour l'instant, comment je le vis comme un système dans lequel je me vois pas du tout me voir. Donc ce serait limite juste de vous partager mes réflexions sur la recherche en France et pouvoir essayer de développer et d'instruire sur le sujet tout en comprenant moi-même, ce qui va aussi dans le sens du bullying public. Donc
Voilà, en réflexion, mais il faut savoir que j'ai tout ça en tête et j'aimerais beaucoup vous le partager parce que c'est un vrai sujet, quoi. Et je pense que la vraie porte ouverte sur la science, c'est aussi d'en expliquer ses rouages et d'expliquer à quel point, de mon point de vue, et justement j'apprendrai avec vous, il y a peut-être quelque chose de mieux à faire et il y a un gros problème. Mais je ne suis pas le seul à penser ça. Voilà, je pense qu'une vraie ouverture sur ce milieu, ça peut être cool. Bref, voilà un sujet qui a été abordé en saison 1, un petit peu dans plusieurs épisodes, et puis les droits, les licences, etc. C'est important parce que l'articulation entre ma thèse et mon entreprise sont liées à tout ce que j'ai appris sur le droit, la propriété intellectuelle, les droits d'exploitation, etc. Et enfin, petite chose mais qui est importante dans la vie d'un chercheur, c'est qu'il y a quelques épisodes, j'ai fait une soumission à un congrès international de psychologie sociale, et j'attends la réponse. J'ai pas grand chose à dire, mais voilà, ça fait partie des nouvelles qui vont arriver en saison 2. 3 articles et une participation à un congrès. On peut m'accepter, et du coup, ça voudra dire que je vais devoir communiquer dans une assemblée une recherche. Donc là, ce serait plutôt pour l'article numéro 2, donc l'article où je crée une mesure de la confiance. Et ils peuvent m'accepter en me disant eh bah, tu voulais faire une communication de 10 minutes, ce qui est un peu ce que tout le monde veut, mais finalement ce sera une communication de 5 minutes, ou alors ce sera un poster, et du coup en fait on fait juste littéralement un poster sur lequel on résume rapidement notre étude, et puis c'est quelque chose qui est mis en avant dans une salle, souvent la salle où on boit un coup, on boit les cafés, et du coup on peut se balader et lire les posters, qui sont une forme de communication scientifique qu'on appelle gris, parce que et puis même en fait tout est gris, parce qu'en fait si c'est gris c'est que c'est donc il y a gris ou blanc. Si c'est blanc c'est que ça a été relu par les pairs, relu par des reviewers à l'aveugle qui ne nous connaissent pas et qu'on ne connaît pas. Et si c'est gris c'est une communication scientifique quand même, mais qui n'a pas été revue par les pairs, mais c'est quand même un travail qui a un jour été communiqué quelque part. Mais les posters sont beaucoup moins respectés que les communications orales, parce que bah, on estime, et c'est vrai, hein, les processus de sélection sont faits en sorte que bah, plus le sujet est intéressant, plus on a envie de t'écouter parler, et sinon bah, tu nous fais une petite image et on la lira si on a le temps. Voilà. Pour ce résumé de thèse de saison 1, 3 articles en cours. Premier soumis, deuxième à 2 doigts d'être soumis, troisième à écrire, on a avancé sur les données et le plan. Apprentissage du milieu, du droit, du fonctionnement, de la recherche, et soumission à un congrès. Pour ce qui est de l'entreprise maintenant, il y a énormément de choses qui se sont passées, vraiment beaucoup. Et on va commencer un petit peu du début. Alors, ce qui est bien, c'est que ma thèse, la confiance, etc., j'avais commencé un petit peu avant. Mais l'entreprise, dans cette forme-là, c'est-à-dire formée sur le sujet de ma thèse, bah, j'ai quasiment commencé au début de ce podcast. Et du coup, bah, tout a commencé. Avant le podcast, j'avais fait un post LinkedIn où j'expliquais un petit peu mon aventure jusqu'à l'inscription de la thèse. Ça a bien fonctionné, et j'ai pendant quelques semaines fait quelques posts, et ensuite j'ai commencé le podcast. Et donc, eh bah déjà, il y a tout un sujet sur cette saison 1 qui sont les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, où sincèrement, il s'est passé des choses incroyables à mes yeux. Et en tout cas, je me suis ouvert à un réseau qui a abouti sur des dizaines de rendez-vous physiques ou en visio, plutôt en visio au téléphone. Euh, et j'ai appris énormément sur le milieu de la santé en général. J'ai découvert des gens qui étaient passionnés par mon sujet, qui étaient intéressés par une collaboration, que ce soit sur le plan universitaire ou sur le plan professionnel et commercial. Et il s'est passé énormément de choses, et c'est surtout ça qui a fait que j'ai souhaité finir la saison 1. C'est que on a quand même commencé, après je détaillerai, mais on a quand même commencé de bah, quelle formation je fais, est-ce que j'en fais une ou deux, si oui, lesquelles. Je vais commencer à démarcher une centaine de personnes par semaine, finalement c'est trop, une cinquantaine, etc. Et on a fini par la grosse annonce de fin de saison, finalement, la signature d'un contrat de partenariat avec un organisme de formation, ce qui fait qu'ils mettent en avant ma formation sur la confiance, et j'ai juste à former sur la confiance.
Et bah voilà, ils mettent en avant leur liste commerciale et leurs prospects, leurs clients et leur force commerciale. Et moi, j'ai juste à former. Et c'est clairement, bah, je ne communiquerai pas les chiffres, mais c'est clairement une opportunité qui me permettrait de financer ma thèse. Donc ça n'a pas encore commencé d'ailleurs, mais j'en suis arrivé là. Et donc on a commencé par définir des objectifs, se dire combien il me faut par an pour financer une thèse, du coup combien je coûte à peu près par mois en tant que freelance, quelles offres j'ai envie de faire. Donc, bon, forcément, je voulais former sur la confiance entre les professionnels de santé et les patients, ou dans le milieu de santé en général, qui est mon sujet de thèse. Mais il y avait d'autres sujets qui m'ont intéressé, comme le partenariat patient ou l'expérience patient dans les pratiques. Parce qu'il y avait un gros sujet en fait du remboursement des formations, où on peut rentrer dans un système, et si on est validé par une institution qui s'appelle l'ANDPC, qui nous valide notre formation, les professionnels de santé qui participent à notre formation peuvent être remboursés en intégralité. Donc moi au début je m'étais dit bon bah on va voir, le seul sujet sur lequel je me sentais d'aller c'était la prise en compte de l'expérience patient dans les pratiques, ce qui est un sujet très lié à la relation de confiance, c'est l'intégration, en fait c'est le sujet plus large, c'est le partenariat patient, l'implication du patient dans le système de soins et du coup comment le mettre en situation euh, pour qu'il soit apte et pour prendre son expérience, l'expérience du patient de manière objective et qualitative. Et du coup, il y a beaucoup de confiance dedans et ça reste du relationnel, ça reste du fonctionnement organisationnel. Et du coup, je pouvais mettre de la psychologie du travail, psychologie sociale, qui est mon master. En fait, je suis psychologue du travail. Donc, bref, je me sentais, il y avait des choses à faire sur ce sujet. Euh, mais on a rencontré des gens qui étaient un peu frileux, qui m'ont expliqué que passer dans tout ce mécanisme pour être remboursé était très compliqué. En plus, c'est des sujets, en fait, c'est des sujets qui sont prédéfinis, qui vont être remboursés, mais ces sujets sont remaniés tous les 3 ans. Et donc là, c'est 2025. Donc voilà, il y a eu des freins, j'ai essayé, j'ai réfléchi, j'ai évalué la concurrence, il y a une grosse phase d'évaluation de la concurrence, voir ce que je pourrais apporter. J'ai compris que je pouvais apporter un angle de psychologie sociale, de psychologie cognitive, de psychologie du travail organisationnel, de confiance, qui est mon sujet de thèse. Et j'ai rencontré plein de gens, j'ai démarché 150 personnes, ce qui n'est pas énorme, mais justement, je me suis arrêté parce que ça marchait bien. J'ai contacté 150 personnes au début 2 offres, une sur la confiance, une sur l'expérience patient. Et bah, avec chance, en fait, l'offre qui parlait le plus aux autres, c'était plutôt celle sur la confiance, sur mon sujet de thèse. Et j'ai eu des premiers clients intéressés, donc j'ai pas encore de clients à vrai dire, même si j'ai des contrats qui sont signés, mais il y a pas d'argent qui est rentré encore sur ce sujet-là, le sujet de la formation. J'ai fait des prestations de recherche avant le podcast qui me permettent d'être un petit peu large et de là pas être à la rue. Mais sur mes prestations de formation depuis le début du podcast, il n'y a pas eu il y a pas eu de rentrée d'argent, j'ai eu des vacations, etc. Mais voilà, depuis cette nouvelle offre et tout ce nouvel élan, j'estime qu'il y a un vrai début et je commence à compter à partir de là, on va dire. Et bah voilà, j'ai contacté plus de 150 personnes. J'ai eu des clients potentiels qui étaient intéressés. En fait, j'ai fini par signer un contrat de collaboration, de partenariat commercial avec un organisme de formation qui peut me permettre de vraiment juste faire mon travail, c'est-à-dire former sur la confiance, qui, eux, pour le coup, me font vraiment confiance parce il y a peu eu de regard sur ce que je compte faire, etc. On a beaucoup discuté, mais je veux dire, on m'a pas demandé mes diapos, on m'a pas demandé mon scénario pédagogique. Et ils sont quand même prêts à me mettre des professionnels de santé derrière leur écran qui m'écoutent. Donc j'ai hâte que ça commence. Ça fait partie de la logique de la fin de la saison 1. C'est que j'ai signé ce contrat, il a été signé en retour, et ça y est, on a deux doigts de former sur ma nouvelle formation confiance, on va dire, remaniée avec ce contrat, que j'ai le droit en plus, et que j'ai la chance d'avoir le droit de pouvoir vendre à n'importe qui. Donc en fait, cette opportunité m'a permis de
de me remettre sur mes connaissances à propos de la confiance, de développer une nouvelle formation. Et ben maintenant, en plus j'ai le droit d'utiliser les données que je pourrais avoir dans la formation pour ma thèse. Donc voilà, j'ai clairement dégoté un contrat de rêve. Maintenant, on va voir comment il va se réaliser, mais j'en suis très satisfait et je me suis arrêté là en fin de saison 1. Donc tout ce qui s'est passé niveau entreprise, en fait, il y a eu du coup une évolution. Voilà, j'ai mis en place un fichier client. J'ai des gens qui m'attendent, j'ai des gens qui ont commencé à venir vers moi, donc des leads entrants qui commencent à me demander des choses, des débuts de collaboration commerciale. Il y a aussi le développement d'un coaching qui a été fait, donc le format coaching. J'ai commencé à faire des rendez-vous, des visios avec un médecin qui a accepté que je le coach gratuitement et lui il me fait des retours et potentiellement il me ferait une pub après si ça lui plaît. Donc le but c'est de le coacher sur la confiance et comment mettre en place et gérer sa confiance avec le patient. Ça, c'est quelque chose quand même qui était important et c'est une offre qui peut être intéressante et qui, moi, m'intéresse beaucoup en fait de faire vraiment du cas particulier où on va travailler de fond sur les sujets. Et voilà, c'est quelque chose que je développe. Il y a également dans cette saison eu un rendez-vous assez intéressant avec un théoricien, je l'appelle théoricien, mais un chercheur qui a fait une théorie que je trouve super intéressante et je l'ai démarché en fait pour voir s'il était d'accord que je commercialise des formations sur le sujet et sur la base de son modèle, formation ou coaching. Il m'a dit oui. Voilà, c'était un moment assez intéressant d'avoir un auteur en fait que j'admire me parler de manière si horizontale et être d'accord avec le fait que je fasse de l'argent sur ses idées globalement en le citant, mais globalement c'est ça. Et j'ai commencé le coaching lié à ce modèle-là, coaching gratuit aussi. Euh, voilà, en fait, donc j'ai une formation sur la confiance qui est prête à partir, un contrat de collaboration qui peut me permettre de faire rentrer les premiers sous sérieux, on va dire, hors petites prestations et vacations. Et j'ai le développement d'une version coaching de la confiance et un autre coaching, voire formation en cours de création suite à l'acceptation du théoricien. Voilà ce qui s'est passé au niveau de l'entreprise, beaucoup de contacts, d'autres que je peux relancer et que je vais faire un point avec moi-même, savoir si je les relance. J'ai des opportunités qui sont créées, au point que j'ai arrêté de contacter les gens, parce que là j'attends de voir à quelle sauce je vais être mangé avec le contrat de collaboration. Et ça se passe très bien. J'ai pas... En fait, c'est beaucoup d'opportunités, donc on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il y a des contrats qui sont signés et j'ai assez de signaux pour me dire que ça se déroule bien et que ça va le faire. C'est fou de se dire que en 3 mois, en 11 épisodes, on est passé de c'est un peu le bordel et je fais ma thèse et je vais la financer à là, ça va le faire quoi. Si ça le fait pas avec ces contrats, en fait, je me suis assez rendu compte que j'ai contacté que 150 personnes. Sur 150 personnes, j'ai déjà l'opportunité de financer ma thèse. Des organismes de formation, il y en a littéralement des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers en France, en santé. Hein. Je veux dire, des organismes de formation en santé, il y en a minimum 2500 qui sont associés à l'ANDPC. Et du coup, c'est assez restrictif parce qu'ils sont associés à une institution qui permet de rembourser leur formation. J'en ai 2500. Donc il y en a vraiment des milliers. J'en ai fait 150 et en 150, j'ai déjà des propositions qui me permettent d'en vivre. Donc ça sent très bon, j'en suis très content et c'est ça qui a formé la fin de la saison 1, c'est que on a déjà mine de rien fait du chemin, que ce soit sur la thèse comme sur le plan de l'entreprise. Voilà pour ce qui est de la partie entreprise. Maintenant, on va passer au résumé de la partie développement personnel de cette saison 1. Alors, dans cette saison 1, j'ai beaucoup avancé aussi et en vrai, j'en suis très fier parce que il y a eu les principaux sujets sur lesquels j'étais qui ont été relevés assez facilement et en fait, il y a eu un énorme sujet autour des habitudes. Donc, mon but était de prendre de bonnes habitudes et franchement, ça a beaucoup marché. Les habitudes ont été sur plusieurs plans. Il y avait déjà le fait de marcher 7000 pas par jour
pour plusieurs raisons, parce que ça réveille le métabolisme, dans tous les sens du terme, ça réveille musculairement, mais ça réveille aussi au niveau de la mélatonine. Ça commence à produire la mélatonine pour 2 heures, 12 heures plus tard. Et puis pour énormément de raisons de santé, c'est assez important de faire de la marche. Et le faire le matin, du coup, ça permet toute cette aide aussi du sommeil. Donc en fait, il y a plusieurs plans. Il y a santé, sommeil et déconnexion. J'ai fait beaucoup de choses par rapport à la déconnexion. On a commencé par s'enlever le téléphone le matin au réveil. Ensuite, on a continué par s'enlever YouTube et les médias le midi. Et puis ensuite, on est passé à restreindre les mails parce que je commençais à être un petit peu accro à mes mails, à les lancer vraiment plusieurs fois par jour, et même en société avec des amis ou de la famille. Et LinkedIn aussi, où j'y allais très souvent, et du coup, on a restreint à 3 par jour. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué, beaucoup d'habitudes qui ont été prises là maintenant, je sais qu'elles sont prises. Alors pendant mes vacances, j'en parlerai je pense pour le vrai premier épisode de la saison 2. J'ai perdu ces habitudes, donc il va y avoir... enfin, je me suis laissé faire, il y en a qui sont restés, mais je me suis laissé faire. Je vais retourner dedans parce que je pense que je les ai adoptés pour de bonnes raisons et que ce sera assez simple de les retrouver. Mais ça fait du bien quand même de faire des vacances où on arrête de se dire en fait, contrôler sa vie de A à Z à partir du lever du matin, c'est pas facile. Je pense que vous vous en doutez. Et, beaucoup de mes proches, en écoutant ce podcast, se sont rendus compte. Mais c'est vrai que quand, à la seconde où on ouvre l'œil, on se dit ah, faut pas que je prenne mon téléphone. Ensuite, ah, il faut que j'aille marcher. Puis ah, faut que je prenne mes compléments alimentaires. Puis ah, je dois toujours pas regarder mon téléphone. Enfin, c'est quand même des choses qui sont très automatiques. Le téléphone est surtout très fait pour qu'on ait envie d'aller dessus. Et ouais, c'était un effort constant. Je pense qu'avec le long terme, je finirai par faire en sorte que ce soit plus du tout un effort. Mais ça en est toujours, hein, parce qu'on se laisse toujours avoir par le téléphone. Et là, pendant mes vacances, je me suis laissé avoir à prendre mon téléphone au réveil. Je pense sincèrement que ça va pas être compliqué, mais voilà. Le développement personnel, c'est basé en fait sur des habitudes euh, qui étaient la marche, la déconnexion des mails, du téléphone, le sport, faire 2 séances de sport dans la semaine, la méditation, méditer tous les jours, lire. Alors la lecture a été difficile. On a commencé par comment se faire des amis. Et j'ai arrêté parce que la manière dont c'était écrit me saoulait un petit peu. C'est-à-dire qu'on comprenait très vite un des conseils pour se faire des amis. Et ensuite, c'était plein d'exemples, plein de dénonciations, un petit peu d'arguments d'autorité. Un tel fait ça, un tel a compris ça et l'a appliqué. J'ai trouvé ça embêtant. J'ai ensuite commencé à lire un livre sur la théorie des jeux, parce que la théorie des jeux, la coopération et le calcul dans la relation, ça peut être un brin de confiance. Je trouvais ça intéressant, mais c'était très mathématique, vraiment une expression mathématique des relations, ce qui est intéressant, mais un peu trop haut de mon niveau de maths en tout cas. Et ensuite, je me suis rappelé que j'avais du mal à lire. Et donc, dans un élan aussi d'essayer de faire un petit peu plus avec moi et de moins être sur mon dos, en fait. Parce que c'est ça un peu que ça impose, hein, se mettre des habitudes qui vont du lever au coucher. C'est qu'on est sur soi dans la gestion et le contrôle permanent. On se force à faire des choses. Et c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que c'est ça aussi qui m'a fatigué, le fait de me regarder et de vraiment, oui, de me contrôler du matin au soir. Donc, il y a eu un sujet autour du fait de passer au livre audio. Et en effet, c'est quelque chose qui me convient beaucoup mieux. Et là, j'ai commencé à pouvoir relire beaucoup plus. J'ai encore des petits soucis dont je parlerai au premier épisode de la saison 2, mais on est passé au livre audio avec le livre La semaine de 4 jours. La semaine de 4 heures, justement, qui est sur du développement personnel. Ça m'a remis en tête des idées de développement personnel que je trouvais intéressantes. Et en fait, une vision de la vie dans laquelle on travaille pour s'amuser et pas on vit pour travailler. Et si on a le temps, on s'amuse. En tout cas, s'amuser, c'est surtout vraiment se recentrer sur ce qu'on veut faire de sa vie et travailler en fonction. Si le travail, c'est ce qu'on veut faire de sa vie, bah, on le fait, mais voilà, voir les rêves comme des objectifs, etc.
Donc j'ai peur de passer dans une phase un petit peu où ceux qui sont un peu contre le développement personnel crieront au bullshit, etc. Mais moi, c'est des choses qui me parlent et je vais essayer de vous expliquer en quoi ça me parle et ça m'aide vraiment dans ma motivation à suivre mes projets. Et bah voilà, c'est justement des points sur lesquels j'aimerais mettre un peu plus d'accent pour la saison 2. Et, mais ça, je vais vous le dire dans la prochaine rubrique qui va très vite arriver. Je finis sur les habitudes et sur ce qui a été fait sur le développement personnel en saison 1. Le sommeil, dormir 8 heures, ça fait partie des habitudes. Et enfin, il y a eu un gros sujet un petit peu transversal qui était le système de notation, le fait d'avoir des habitudes, le fait de s'en rajouter. Et en fait, plus on en ajoute, moins c'est grave de ne pas en faire. Parce que si j'ai 100 habitudes et que j'en rate juste une, j'ai 99% de réussite. Mais si j'en ai 10, eh ben, j'ai 90% de réussite. Si je rate une sur 10. Donc, le système de notation, le fait que j'aille un petit peu toujours faire en sorte d'avoir une bonne note qui t'a pas vraiment faire le fond de la notation. Donc voilà, dans le développement personnel, il y a eu un problème, je sais pas, mais une critique sur ma manière de faire, une autocritique en tout cas, qui a été appuyée par certains proches. Et bah voilà, tout ça m'a fait du bien. Alors, pour tout vous dire, euh, je trouve que c'est un petit peu surcoté. Je suis pas certain, euh, franchement, pour l'effort que ça demande de se déconnecter, de plus regarder son téléphone le matin, de méditer tous les jours, de marcher tous les jours, de faire du sport plusieurs fois par semaine. Alors, vous me direz, je j'ai pas eu de moment où je l'ai pas fait, mais sincèrement, je me suis pas senti au top de ma forme, me suis pas senti super bien sur le plan des émotions. Donc ça se trouve, j'aurais totalement craqué sans faire ça, et ça on ne peut pas le savoir. Mais je sais pas, je trouve que ce qu'on vous vend des développements personnels, des personnes qui font un peu comme moi, voire mieux, qui vont à la salle 6 fois par semaine, qui mangent bien et qui ajoutent tout ce que je fais là, lire, dormir, etc. Bah sincèrement, je me suis pas senti, me suis pas senti comme les gens ont l'air de se sentir dans les vidéos développement personnel qui font ça. Je pense que je vais continuer parce il y a énormément d'indices scientifiques, hein, tout simplement, qui mettent en avant que ça va dans le bon sens. Bien dormir, bien manger, méditer, je veux dire, je fais pas n'importe quoi non plus. On va continuer. Je pense que j'ai vu beaucoup plus d'avancement sur ma productivité. Ça a été une période extrêmement productive où mon but, et ça a été le cas, c'était d'être entre 80 et 100% de productivité. Et je me suis... Ouais, ça, sur le plan professionnel, méditer, bien dormir, etc. J'avoue que... Et se déconnecter, hein, parce que ne pas faire plusieurs tâches, euh, ne pas partir dans, je sais pas, une fiction qu'on aime bien le midi, ce qui fait qu'on rallonge le temps de pause, ou voilà, se perdre un petit peu dans sa tête en regardant des vidéos dès le matin. Sincèrement, ouais, on va dire je pense que, et ça peut être et ça va être d'ailleurs un élan pour la saison 2. Sur le plan professionnel, ces habitudes m'ont énormément aidé, c'est vrai, ça je sous-estime l'impact que ça a eu. La productivité, la clarté d'esprit, et le fait que j'ai senti que euh, là où sans faire ça, il peut y avoir des fins de journée, des fois 15-16 heures où on somnole un peu et on est moins vif. Là, j'ai vécu vraiment beaucoup de jours où 17, 18, 19 heures, je suis toujours à fond et ouais, capacité cognitive, capacité de concentration, productivité, ça, j'avoue, c'est indéniable. Mais bizarrement, moi, je l'attendais plutôt sur un plan, ah, je me sens bien, le plan émotionnel, etc. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup d'autres enjeux sur le plan émotionnel, dont le fait bah, de tout ce qui s'est passé ces derniers temps, qui est difficile à recevoir, hein, aussi bizarre que ça puisse paraître, et même si c'est positif, tout ce qui s'est passé. Il y a eu énormément de sorties de zone de confort en fait. Déjà, moi je me considère pas comme très sociable ni extraverti. Je pense pouvoir être très sociable et très extraverti avec des personnes que j'aime bien, mes proches. Mais voilà, c'est pas dans ma nature, on va dire, d'aller parler aux gens. Donc ça peut paraître bizarre, mais parce que je fais un podcast et je suis sur LinkedIn, mais LinkedIn je le vois vraiment professionnellement. Et je suis juste moi derrière un écran, et là, bah, je suis juste moi devant un micro.
Donc j'ai pas l'impression de parler à des gens. Et sinon, cette manière de le faire me déplaît pas. Mais, euh, mais ça m'a usé quand même beaucoup de démarcher, d'avoir des rendez-vous commerciaux et de tout découvrir, de stresser parce que beaucoup de choses de ma vie sont devenues nouvelles. Et sincèrement, sur le plan des émotions et de comment je me sens au quotidien, de mon humeur, quand je dis émotion, c'est être heureux, pas heureux, content, pas content, se sentir bien. Bah, pas, c'était pas top hein, en fait ces derniers temps. Donc ouais, je pense que là il va falloir gérer ce plan-là. Et j'ai des belles idées que je vais vous transmettre parce que ces idées en fait vont être matérialisées par des modifications de la saison 2. Et ça me fait une transition toute trouvée pour passer à la rubrique de des nouveautés. Qu'est-ce qui va se passer dans cette saison 2? Voilà, j'espère que j'ai pas trop teasé, mais en tout cas, je suis satisfait de ce que je vais y apporter. Et on va y passer. Saison 2, quels sont les apports et les nouveautés? Alors, je sais pas le temps que ça va prendre. En tout cas, j'ai des infos à vous donner sur ce que je veux apporter dans cette saison. Alors déjà, le fait d'apporter quelque chose dans la saison, je trouve ça bien. J'ai envie d'évoluer aussi. Ça fait partie du building public. Vous me voyez m'améliorer aussi peut-être dans la science du podcast. Je l'ai déjà dit, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire, que je compte faire ne serait-ce que pour l'autocritique, la motivation, le fait de se regarder agir, de faire le point toutes les semaines, d'avoir un carnet de notes sur lequel on avance. Je pense que, comme je le répète, si personne m'écoutait, je le ferais quand même. Bon, allez, si deux personnes m'écoutaient, je le ferais quand même, parce que parler dans le vide, je sais que ça n'a rien à voir entre parler dans le vide et peu de personnes. Mais bref, j'ai pas forcément des ambitions d'être énormément écouté, quoique, ça me dérangerait pas. Mais il y a un gros sujet. En fait, j'ai enfin compris quelque chose de moi-même, qui était que j'adore partager. Et en fait, je m'en suis toujours voulu de vouloir parler de moi-même, parce que je me disais, merde, je suis égocentrique, en fait. J'ai juste envie de parler de moi. Mais en fait, j'ai compris une nuance qui me satisfait, qui est, je veux pas parler de moi pour parler de moi, c'est que quand je veux parler de moi, en fait, je veux parler d'un truc qui me concerne, ou que j'ai appris, ou que j'ai vu, et que j'ai envie de voir dans l'œil de l'autre euh, que ça pétille autant que dans le mien. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça. Et c'est ça qui me tient vraiment à cœur dans ce podcast. C'est bah, tout ce que ça m'apporte personnellement. Hein. Je vais pas mentir sur la motivation. Et puis même, hein, m'améliorer pour mon éloquence. Et puis, bah, il y a forcément un peu de preuve sociale. Hein, des gens qui vous disent, qui vous écoutent et qui vous disent que c'est bien ce que vous faites. Ça fait forcément plaisir. C'est indéniable. Et je vais pas le nier, étant psychologue social, je vais pas nier tous ces aspects-là. Mais il y en a un sur lequel je ne savais pas mettre de mots, parce que je trouve que vouloir aider les autres, c'est fort. En fait, quand j'écoutais les podcasts de Building Public, ils disaient ah, est-ce il faut vraiment avoir en tête, enfin, les podcasts qui parlent du Building Public, ils disaient qu'il faut vraiment avoir en tête l'envie d'aider les gens, de documenter, etc. Et je sais pas, je me retrouvais pas, enfin, je trouve que c'est aussi, aussi méchant que ça puisse paraître, c'est pas un moteur chez moi d'aider les gens. Je veux dire, fondamentalement, si c'était le seul apport que le podcast ferait, en tout cas, c'est pas comme ça que je le comprends. Par contre, partager avec les gens, oui. Et du coup, dans le partage, il y a beaucoup d'aide parce que j'ai très envie, en fait, de vous dire, ah, j'ai découvert ça qui peut vous aider, ça va vous faire gagner du temps. Me dire, enfin, ça peut être très proche et vous pouvez l'entendre comme de l'aide. Mais moi, voilà, le mot partage me parle beaucoup et j'ai envie de continuer à partager et c'est pour ça que j'ai envie de m'améliorer et puis de continuer. Je pense que franchement, ce serait beau que ce soit un projet qui continue le long de la thèse ou en tout cas le plus longtemps possible et bah, de partager au plus grand nombre. Donc, pour partager au plus grand nombre, j'ai pris la décision d'ouvrir un Twitter. Donc, à la sortie, si j'ai bien fait mon travail, à la sortie de cet épisode, il y a mon Twitter qui est de sortie, qui est développé, qui s'appelle Beep Beep du bas podcast. Je ne sais pas si les majuscules sont importantes, mais majuscule au premier B, majuscule au deuxième B et majuscule à podcast. Beep Beep podcast, qui est mon Twitter. Alors, pourquoi j'ouvre un Twitter? Parce que il y a beaucoup d'informations, beaucoup plus personnelles et transmissibles d'une voix beaucoup moins romancée et écrite que je pourrais faire sur LinkedIn, que j'ai envie de transmettre.
Et ça fait partie de cette notion de partage. Des fois, je suis frustré. Alors, il y a des choses que j'oublie aussi. Et je me dis, je dis quelque chose dans un podcast et 2 jours après, je trouve que je l'ai mal dit ou je trouve que j'aurais dû dire quelque chose d'autre. Et il y a déjà cette notion de complément. J'aimerais faire des compléments à ce que je dis, pouvoir transmettre des liens, transmettre des infos, envoyer des petites photos pour appuyer mes propos. Voilà, je sens qu'il y a un truc vraiment un peu plus organique qui est proche que j'ai envie de transmettre parce que ça va de l'information en disant bah, je parle d'un article, je peux vous le transmettre facilement. Je parle d'un site internet qui m'a aidé, je peux le transmettre. Voilà, ça peut être des liens, des techniques, des idées, mais aussi, pourquoi pas, l'état d'avancement de ma semaine, ou je sais pas si j'ai oublié de dire ma note de la semaine, tu peux la redire sur le Twitter. Enfin voilà, vraiment, je me suis dit, j'ai besoin vraiment de gazouillis, de faire des gazouilles avec vous. Et étant donné que c'est le principe de base, c'est qu'on est tous des petits oiseaux et on fait tous des petits cuits-cuits, et ben, je me suis dit, je vais faire mes petits cuits-cuits, c'est-à-dire que je vais enfin pouvoir poster, faire des compléments, envoyer juste un petit lien, juste dire, bah, ça y est, je suis déjà à 5 sur 10 dans ma semaine, et vous, comment ça se passe? C'est le genre de truc que je voulais apporter avec le podcast, voilà pourquoi je vais lancer un Twitter. Donc le but, c'est de partager des ressources, partager des articles, appuyer sur des choses transmissibles, ce que je dis dans le podcast sur un autre réseau, de mettre en avant la réussite par étapes, donc comme ça on peut se suivre, parce que le but c'est aussi de voir avec vous, mais vous pouvez suivre mon avancée dans la semaine, donc en plus d'attendre l'épisode religieusement de la semaine, et bah, vous pouvez voir un peu mon état d'avancement euh, en attendant l'épisode d'après. Donc si vous êtes je sais même pas s'il y a des gens à ce point intéressés par ce que je dis, mais je me dis que ça peut être marrant, intéressant en fait, de produire un contenu où on peut aller sur un... En fait, c'est un peu les off, quoi. C'est un peu le making-of. Le lundi, je vous dis, j'ai 9 sur 10. Mais ceux que ça intéresse, si ça vous intéresse pas, il y a pas de souci. Mais ceux que ça intéresse, bah, ils ont peut-être vu que j'ai galéré sur le point 3. Et ils ont vu matériellement en quoi j'ai pas pu faire le point 4. Ils ont vu le vendredi que je suis déjà à 8 sur 10. Et on peut discuter sur la réalisation de nos objectifs. C'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, donc transmettre, oui, plutôt un aspect making of parce qu'on me demande, je sais pas, on me demande, bah là j'aimerais bien vous montrer par exemple un bout de comment j'ai fait mon intro, montrer le cadre dans lequel je m'enregistre, vous faire des petites photos de mes notes de podcast, vraiment partager un peu plus en profondeur ma vie sur ce projet parce que je trouve qu'il y a des choses qui se transmettent par des petits mots, des petits messages, des petites vidéos que je ne vois pas faire sur LinkedIn et qui sont pas un format transmissible par podcast parce que je le fais déjà par podcast, mais là c'est un moyen de compléter qui me convient. Pourquoi pas transmettre des opinions j'ai pas trop envie de me lancer aux opinions sur Twitter, mais voilà, un espace libre dans lequel, je vous le dis tout de suite, je risque d'être moins professionnel, faire des petites phrases, peut-être même moins réfléchir à la logique de mettre des hashtags, enfin voilà, moins être pas bankable, mais comme un représentant d'entreprise, j'ai perdu le mot, mais comme un représentant d'entreprise sur LinkedIn, tout propre, où je fais attention, et bah Twitter, ça va être le petit moment où je peux dire coucou, bonne journée, voici la photo de mon carnet, vous en êtes tout dans vos objectifs de la semaine, voilà. C'est quelque chose que j'ai envie de faire en tout cas. Le but, c'est d'appuyer les ressources, d'appuyer ce que je dis dans le podcast et de voir mon quotidien de chercheur, que ce soit dans ce qui me passe par la tête et continuer en fait à transmettre ce que je veux transmettre dans ce podcast, c'est-à-dire mes idées, mes réussites, mes échecs et en quoi je peux vous faire part de tout ça. Je vais tester. Encore une fois, c'est un test. J'ai peur, j'avoue, de l'exposition sur Twitter, de tout ce que j'entends sur les rageux, on va dire, et toutes les vagues de haine qui sont possibles. J'exclus pas du tout de fermer mon Twitter à la première vague de haine. Je sais pas du tout comment je vais, si je vais en avoir, quand je vais en avoir, et comment je vais gérer de potentiels haters, etc. Mais voilà, c'est un test, c'est quelque chose que je sens, j'ai envie de le faire. S'il y a personne au bout de... Bon, il faut se laisser du temps, mais
déjà au bout d'un mois, je pense que j'aurai une idée. S'il y a personne au bout d'un mois, si ça me prend trop de temps ou si je me prends des vagues de haine, je pourrais fermer ce Twitter du jour au lendemain. Vous savez maintenant que je suis capable de me déconnecter, je saurais me déconnecter de Twitter. Et d'ailleurs, ce sera peut-être ce sera peut-être un nouveau sujet dans cette saison. Voilà pour ce qui est des aspects généraux qui sortent du podcast. Donc il y a une intro que vous avez écoutée normalement et un Twitter a été lancé. Je vous recommande de venir me suivre si ce que je vous ai dit vous intéresse, si vous voulez rentrer un petit peu plus en profondeur dans mon quotidien et dans des ressources, des choses que je peux ajouter au podcast. Ensuite, il y a des nouveautés vis-à-vis de la saison 2 qui sont par rapport à la structure du podcast. J'aimerais adopter une nouvelle structure qui va pas être très différente, mais bon, je vais me lancer. Je vais vous annoncer la nouvelle structure des épisodes de la saison 2 au moins, ou au début, comme de toute façon, je fais du building public, donc peut-être que je changerai en cours de saison, mais là où j'en suis. Les prochains épisodes commenceront par une météo, on va dire, et la note générale. Un point général et la note, on va dire, vis-à-vis des objectifs, mais aussi comment je me suis senti. Parce que bah, certains m'ont dit qu'ils le sentaient, d'autres m'ont dit que ça manquait un petit peu d'avis personnel, parce que ce qu'on me demande, c'est de voir ma vie au quotidien, mais voir ma vie au quotidien, c'est peut-être un peu plus de, bah, que je vous dis, c'est compliqué, je me sens bien, je me sens pas bien. Ce que j'ai moins tendance à le faire dans la vie réelle, mais là, ça prendra 30 secondes, mais je trouve ça bien. Et puis, c'est un petit clin d'œil aux formations un petit peu rigolotes des fois où on fait la météo du jour. Voilà. Il y aura la météo du jour et au moins, je note quelque part le fait qu'il faille que je dise la note générale. Je la dirai au début de podcast. Je sais que c'est pas très bien pour tenir l'attention. Mais concrètement, je vais l'oublier sinon. Donc voilà, l'introduction sera la météo du jour et la note générale de la semaine. De toute façon, je pense que les gens qui écoutent le podcast juste pour voir la note générale sont pas des auditeurs de podcast de base et il suffit d'aller sur LinkedIn pour voir la note. Donc on va pas jouer au jeu des youtubeurs qui disent attendez la note avant la fin. Je fais quelque chose qui m'arrange. Ensuite, la rubrique thèse. Pas grand chose qui change parce que le nombre d'articles est clair, il n'y a pas de sous-rubrique. Par contre, il risque d'y avoir une sous-rubrique pour la rubrique entreprise avec une sous-rubrique, mais en fait, vous le verrez comme juste une nouvelle rubrique réseau parce que bah, y a le Twitter qui va arriver, il y aura des choses à vous dire. Et sur LinkedIn, en fait, bah, je m'en veux de ne pas avoir transmis que ce soit ma stratégie, ce que je reçois, ce qui se passe. Je trouve que ça mérite une rubrique. Alors, si la rubrique n'existe pas une semaine, elle n'existe pas une semaine. Mais voilà, dans l'entreprise, il y aura une partie réseau où justement j'aimerais bien faire part peut-être plus de mes statistiques, de mes stratégies, de ce que j'ai compris, et potentiellement doubler ça sur le Twitter, de pouvoir vous montrer quelque part bah, mes stats LinkedIn, combien j'ai fait d'abonnés dans la semaine, dans le mois. Ça fait partie des informations que j'aimerais donner sur Twitter parce que là on est vraiment dans un peu l'essence du building public, montrer les chiffres, montrer les stats. Et même si pour l'instant, comme je l'ai expliqué, je suis frileux à donner les chiffres des prestations que je fais parce que bah, en fait je suis bloqué par des contrats. Je donnerai mon chiffre d'affaires comme je l'ai dit, mais je leur dis pour ce résumé de saison. Je donnerai mon chiffre d'affaires par mois ou peut-être par an quand j'aurai assez de clients pour qu'on ne puisse pas retrouver quel client m'a payé combien. Une fois que j'aurai eu plusieurs clients, 3, 4, 5, je vous dirai la somme que j'ai rentrée. Mais il faut que je m'assure de noyer assez le poisson pour que des petits malins ne puissent pas se dire ah mais ça se voit qu'il travaille avec telle personne et si du coup il dit qu'il a gagné 10 000 € ce mois-ci et qu'il n'y a que deux personnes, ça veut dire que bref celui-là on peut imaginer qu'on lui donne 10 000 etc. Ça peut vous paraître farfelu, mais c'est aussi une protection juridique que je fais parce qu'il y a des contrats où en fait on me dit de ne pas dire les prix, donc je ne dis pas les prix des contrats. Par contre, dire les prix de mon entreprise à moi, c'est public et pour pas nuire à mes relations commerciales, voilà. Je pense que d'ici 6 mois, oui, j'en sais rien en fait. Quand je commencerai à avoir plusieurs clients, je commencerai à vous donner les prix comme je pensais le faire. Enfin, les prix. Oui, ce que je gagne. Et en tout cas, vous dire comment ça se passe. Donc, la météo, la partie thèse, la partie entreprise réseau, et ensuite la partie entreprise autre, où là, on va pouvoir aller sur
relations commerciales, comment se sont passées mes formations, qu'est-ce que je développe, comment sont passés mon coaching, etc. Je trouve qu'il y a vraiment ces deux aspects et je voulais aller un peu plus vers les réseaux parce que c'est vraiment une partie importante en fait de mon travail. Et c'est peut-être aussi le moment, les réseaux, où je peux parler du podcast en lui-même, etc. Voilà. C'est une rubrique que je trouvais importante à ajouter. Ensuite, développement personnel, mais avec trois sous-rubriques. La rubrique des habitudes et des objectifs généraux sur le développement personnel, donc en fait un peu tout ce que je reprends, tout ce que j'essaye, lié à la déconnexion, bien manger, faire du sport, marcher, etc. Donc on va dire ça c'était la partie classique. C'est quand dans le développement personnel, je parlais des habitudes, système de notation, est-ce que j'ai réussi mes objectifs, les objectifs de la semaine prochaine, etc. Et enfin, je vais rajouter, mais ça se trouve, ces deux sous-rubriques du développement personnel supplémentaires ne dureront qu'une minute chacune, mais je trouve important. Je vais rajouter un moment où je vais vous exprimer un élément de mon mindset, ou quelque chose que j'ai compris sur ma manière d'être, parce que c'est un angle que normalement, dans la saison 1, vous avez commencé à comprendre vers lequel je voulais aller. Mais en fait, j'allais vers les habitudes, les habitudes, les habitudes. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, je me suis décentré de ce que j'imaginais moi-même à la base de cette partie de développement personnel, qui est parler de développement personnel peut-être au sens bullshit que certains peuvent entendre, c'est-à-dire quelles sont les croyances, parce que je peux admettre que c'est un système de croyances qui me permettent d'être motivé, de tenir, et comment on peut voir la vie d'une manière à être motivé et à faire un tel projet. Pour moi, c'est l'essence même du développement personnel que j'aime consommer, et je pense que il faut qu'il y ait un moment comme ça où je dise, bah voilà pour moi comment je vois les choses et comment je pense que c'est comme ça que un entrepreneur voit les choses, que j'ai compris ou je l'ai appris. Euh, voilà, ça se trouve, j'aurai pas tout le temps d'idées. Ça se trouve, je vais pas parler forcément de mon mindset, mais entendre quelque chose à me dire, voilà, je sais que dans le champ du développement personnel, il se dit que telle croyance, il faut voir la chose comme ça. Mais voilà, je veux un truc vraiment sur le mindset. Désolé pour ceux qui... Je sais en fait qu'il y a beaucoup de gens qui crachent sur mindset, développement personnel, que c'est des mots un peu valises. Mais sincèrement, ça m'aide. Et sincèrement, je pense que c'est la chose la plus importante quand on veut faire des gros projets, c'est penser à sa manière de penser. Si on ne réfléchit pas à sa manière de voir la vie, de voir les objectifs et de voir les difficultés, je sais que je vous rebalance le même bullshit que tout le monde, mais je pense sincèrement qu'on ne peut pas y arriver. Et je pense que j'ai eu la chance d'avoir eu des épreuves difficiles. Attention à ma hauteur, hein, je ne dis pas que je suis un conquérant, etc. Mais je veux dire, j'ai passé 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans à chercher un financement de thèse. Ça a été compliqué. Et toutes ces étapes m'ont fait émerger des manières de voir la vie qui aujourd'hui me motivent et me font tenir. Et j'aimerais en faire part. Et au-delà d'en faire part, parce que faire part, ça voudrait dire que je suis arrivé, j'ai fini la course et je vous raconte comment j'ai couru. Mais de travailler dessus, de faire de la réflexion et de vous dire ah j'ai entendu ça, ah moi je suis comme ça, peut-être que je pourrais être autrement, j'ai l'impression que ça m'a aidé, j'ai l'impression que ça me freine. Voilà, un angle vraiment plus mindset. Et enfin, une dernière sous-rubrique du côté développement personnel, c'est une carte blanche. Carte blanche ou recommandation. Je me laisse le droit d'aborder un sujet qui sort peut-être du sujet du podcast. Ça durera très sûrement une demi-heure, j'allais dire, mais 30 secondes ou une minute. Partager, encore une fois, quelque chose qui me plaît, quelque chose qui m'intéresse, une idée, une opinion, une recommandation, pour plusieurs raisons. Une raison, c'est que c'est très usuel dans le champ du podcast de faire des recommandations et je trouve ça sympa. Deuxième, c'est que j'ai des proches qui sont intéressés par les recommandations culturelles et qui m'ont dit que ça serait intéressant dans un podcast et je suis d'accord. Troisième raison, c'est que je me suis rendu compte de l'importance du partage et que j'aime ça et que du coup, c'est mon podcast. Si j'ai envie de partager une musique que j'ai adorée ou un jeu vidéo que j'ai commencé, voilà, c'est mon lieu de partage. Et même si je veux rester dans le champ professionnel, et ben, une petite carte blanche, une petite recommandation, je trouve que c'est sympa. Une nouvelle raison, c'est que on finit du coup sur une touche assez quand même positif parce que ce sera un avis, enfin léger, peut-être pas positif mais léger.
Et la dernière raison, c'est une raison personnelle qui est que finir un podcast et me lancer euh, dans ma semaine avec l'idée de transmettre quelque chose de perso et non professionnel, c'est un petit trick qui va me permettre d'aller un peu plus sur du plaisir perso et m'enlever du stress. Et voilà, cette nouvelle saison doit être sous l'angle de reprendre un petit peu de plaisir et de paix en fait. Relâcher du stress, toujours très bien travaillé, mais je pense que j'ai beaucoup travaillé saison 1 et entre le stress, la charge mentale, euh, je pense que j'avais un peu trop la tête dans le guidon et que c'est pas un rythme. Le rythme, c'est peut-être pas les heures de travail, mais c'est pas une mentalité, c'est pas une manière de faire qui me permettra d'aller au bout de la thèse sans faire de burn-out, très clairement. Et il faut que je me réouvre sur mes plaisirs perso et sur me reposer, me sortir la tête du travail, essayer vraiment d'avoir une vie pleine, quoi, une vie aussi bien sportive que professionnelle, que euh, pleine de loisirs et de ne rien faire, quoi. Donc ça se trouve, ma première reco, ce sera dormir sur son canapé. Ça peut être ça, ça peut être des blagues, je m'en fiche, mais voilà. Je veux que ça fait partie un peu de la métaconstruction du podcast. Il faut que le podcast soit représentatif de ma manière de faire mon entreprise et ma thèse, parce que c'est le sujet du podcast, mais s'il est en matière aussi, c'est encore mieux. Et du coup, en matière et dans la forme, étant donné que cette saison 2 doit être un peu plus ouverte sur mes plaisirs perso et le fait de trouver un équilibre de vie un peu plus orienté sur de l'apaisement que la saison 1, et ben on finira par une petite note, carte blanche, recommandation, culturelle ou non, je sais même pas vraiment ce qu'est de la culture. Enfin, en ce moment, j'ai envie de vous parler de démineurs. Si je vous donne une stratégie de démineurs, je le ferai. Parce que je trouve ça léger, je trouve ça marrant. Je sais pas si c'est de la culture, mais une carte blanche, je trouve ça intéressant. Donc pour rappeler, parce que je fais long, je le sais, euh, nouvelle structure pour cette saison 2. Les épisodes seront constitués d'une météo et de la note générale, de la partie thèse, de la partie entreprise du côté réseau, entreprise du côté le reste, relations commerciales, formation, et ensuite développement personnel avec les habitudes et les objectifs, mon mindset ou le mindset en général, une partie mindset et une recommandation, une carte blanche. C'est une structure qui, dans les faits, enfin, ça ne rend pas énormément. Normalement, si vous aimez bien la saison 1, vous ne pouvez que préférer la saison 2, et puis les rubriques seront annotées comme d'hab en chapitre. Vous pourrez zapper ce qui vous déplaît, mais voilà, c'est vers cette structure que j'ai envie d'aller pour répondre aux critiques qu'on m'a fait, que je me suis fait, et comme je vous ai dit, incarner dans la forme l'angle que j'aimerais prendre pour cette nouvelle saison. Enfin, il y aura des modifications de la nouvelle saison sur un plan qui a été une grosse critique énoncée. C'est sur les cotations des objectifs et notamment la cotation des habitudes. Alors, maintenant, je vais noter mes objectifs. Déjà, je vais peut-être... Alors ça, je ne me le suis pas noté et je ne sais pas si je vais y penser. Mais je ne sais pas si c'est très clair pour vous la manière dont je note. Quand je vous dis j'ai cet objectif, j'ai vraiment une case dans un carnet où je me le note et je fais une croix dans la case une fois que ça se fait, comme une to-do list. Et après, selon le nombre de cases cochées, je me donne une note. J'ai vu des freins, comme vous le savez, mais je vais peut-être le rappeler parce que c'est aussi un épisode de résumé de saison. J'ai fini par adopter des stratégies où, étant donné que chaque case vaut 1 sur la note générale, et bah des fois on fait pas forcément la case la plus compliquée parce que ça rajoute la note générale. Plus on a d'objectifs, plus le fait de rater un objectif est moins restrictif. En tout cas, voilà, le sujet sur si j'ai 100 objectifs et que j'en rate un, c'est beaucoup moins grave que si j'en ai 10 objectifs. Et voilà, vraiment je m'adaptais un peu pour avoir une bonne note. Franchement, c'est marginal, hein, j'ai beaucoup avancé, mais juste de fait et me connaissant, eh ben, j'adopte des petites stratégies pour avoir des bonnes notes de la semaine et des fois, au dépend de vraiment faire le travail. Mais je suis quand même très satisfait de ce que je fais. Et donc, pour mettre fin à ces stratégies, en tout cas s'améliorer sur le plan des cotations, euh, je pourrais cocher une case
soit totalement, soit à moitié, selon la fin et les moyens. C'est-à-dire, si je voulais faire quelque chose et que j'ai tout mis en place pour le faire, mais que il s'est passé quelque chose dans la semaine qui fait que j'ai pas pu atteindre cet objectif, je peux me permettre de cocher la case, en tout cas de moitié. Mais je veux vraiment réfléchir au sujet de la fin et du moyen. Est-ce que je suis allé à la fin? Est-ce que j'ai vraiment allé je devais écrire une partie d'un article. Si j'ai écrit la partie d'un article, je suis allé à la fin, je peux cocher. Mais est-ce qu'il y a eu aussi le moyen? C'est-à-dire, je vous avais dit dans un podcast que je devais écrire, dans un épisode, que je devais écrire une nouvelle partie d'article. Et, par exemple, j'ai eu un rendez-vous avec ma directrice de thèse qui m'a dit plutôt de faire des stats sur un autre sujet. Et bah, je peux me permettre de me mettre un demi-point ou de switcher l'objectif, en tout cas d'avoir un regard sur ma notation de différence entre la fin et les moyens. Voilà, pour ce qui est de la cotation aussi, je vais rajouter des coefficients. Ces coefficients seront ajoutés tout simplement pour amener de l'importance aux objectifs, que ce soit en termes de temps ou en termes d'importance. C'est-à-dire que des fois, comme je l'ai dit, j'ai des objectifs où il faut que j'écrive une nouvelle partie d'un article et ça peut me prendre 2 jours. Et ça valait un point de la même manière que envoyer un mail. Et dit comme ça, évidemment que c'est bête, mais bah, je m'en suis. Enfin, si, je m'en suis rendu compte, mais je veux dire, faire des coefs, c'était la meilleure solution. Alors, je finissais par le faire en saison 1, mais je me disais, oui, ça vaut à peu près 3 cases parce qu'il y a 3 sujets, mais en fait, juste simplement, bah, je vais assumer le fait, et je vais le dire dans le podcast, que ce sujet, en fait, c'est souvent la thèse, hein, parce que des fois, la thèse, mon but, c'est de finir les données d'un article. C'est un truc qui peut prendre du temps et qui est en plus super important parce que je redis, hein, si l'objectif c'est à peu près de publier 2 articles dans une thèse, bah, quand je vous dis finir un article, c'est un sujet énorme dans une thèse. Donc, vaut mieux que je mette l'entreprise de côté pour finir la thèse que l'inverse. Et donc, j'avoue que peut-être que le fait que j'ai eu un passage un peu plus vers l'entreprise, déjà c'était un peu obligatoire, mais quand on a une case qui vaut à peu près 2 jours de temps et qui vaut un point, et qu'on a un truc sur l'entreprise, un truc qui est nouveau, qui peut nous faire rentrer de l'argent et qui met moins de temps, et bah, l'esprit se dirige un peu plus vers l'entreprise. Donc voilà, je vais mettre des coefficients à mes notes tout simplement, qui seront décidés en fonction du temps que ça demande ou en fonction de l'importance du sujet. Et enfin, une nouveauté sur la notation des épisodes et comment je note mes objectifs. Je vais attribuer des points bonus à des objectifs perso. Alors, la réflexion, c'est de se dire, euh, il y a eu une pression un peu à force de que tout devienne des objectifs et que tout devienne une ligne dans mon agenda, les plaisirs perso devenaient une ligne dans un agenda. Donc ça, c'est une limite qui peut toujours le rester. Mais du coup, en partant de ce principe et en sachant que l'angle de la saison, c'est un peu plus faire attention à moi, faire des plaisirs perso et vraiment se lancer dans ce marathon dans un sens où bah, quand on fait un marathon, il faut aussi boire de l'eau et reprendre du sucre. Et bah, il faut pas que j'oublie et on ralentit la cadence. En tout cas, on part pas trop vite. Il faut que je fasse attention à ma cadence, que je boive de l'eau et que je prenne un coup de boost, un coup de sucre. Et ça passe par les plaisirs perso. Juste pour que vous ayez une idée un peu plus concrète, mais vous le saurez dans le premier épisode de la saison 2. Ça peut être se balader en forêt, terminer un niveau d'un jeu vidéo où j'ai du mal, ou passer top 2% des mineurs sur un niveau, justement. Ce sera l'opportunité de vous faire part un petit peu plus des choses que j'aime bien. Mais je voulais pas de pression et du coup risquer d'avoir un malus, c'est-à-dire, imaginons j'aime bien le basket, je dois faire ma séance de basket, ce qui était déjà le cas avant, la notation était comme ça, mais je dois faire mon truc de basket, si je le fais pas, bah, je risque de pas avoir 10 sur 10 à ma semaine. Je trouve que avoir quelque chose de négatif si on fait pas du plaisir, c'est pas forcément très positif. Et j'ai pas envie d'avoir une pression à faire, par exemple, de la musique ou un jeu vidéo, etc. Et que ça devienne quelque chose que si je fais pas, je peux avoir une mauvaise note et que je vais dire sur LinkedIn que j'ai une mauvaise note. Donc, et bah, l'idée m'est venue de faire des points uniquement positifs. Et ce qui veut dire, et en pratique, je pense qu'on verra le long de la saison 2, parce que enfin,
Me connaissant, il va y avoir un travers où je vais me donner 10 objectifs bonus plaisir perso et du coup, je vais pouvoir me taper un 8 sur 10 de notes de semaine juste en faisant de la guitare et du basket. Ce ne sera pas le cas. Peut-être que juste un point sera attribué au plaisir perso et sera divisé selon les plaisirs, ou peut-être qu'il y aura un objectif un peu général. Par exemple, sur un jeu, avoir un objectif compliqué où je sais que je l'aurai pas dans la semaine mais que je l'aurai dans les prochaines semaines, et bah au moins le jour où je l'ai dans une semaine, ça me fait un point bonus. Enfin bref, à voir en pratique et ce sera modifié. Mais j'aurai des points bonus en fonction des plaisirs perso, toujours dans l'objectif d'avoir un angle de saison un peu plus dirigé vers le plaisir perso et en fait surtout le bien-être général. Alors, je veux faire attention à ce que je transmets comme idée. Sachez qu'à 90%, le podcast sera le même. Je vais travailler toujours autant, aussi sérieusement, transmettre le même type d'idées, mais voilà, ajouter une petite dose, un petit peu de crème, une petite dose de plaisir perso, de joie, de bonne humeur, et mettre tout ça dans mon système de notation et dans la structure de mon podcast. C'est quelque chose qui me satisfait. Voilà pour ce qui est des nouveautés de la saison 2. Une nouvelle cotation, une nouvelle structure et un nouveau réseau Twitter. Et ça me fait une transition parfaite pour vous suggérer de me suivre sur Twitter, bip bip-du-bas podcast, pour avoir les insights, le quotidien d'un chercheur et les ressources liées aux épisodes. Je vous remercie grandement d'avoir écouté cet épisode un petit peu long. Et je vous dis à très vite pour la saison 2 de Bip Bip.